Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je tenais aussi à remercier les Assises pour l'invitation et puis Thierry Brochoriou de chez CDC Habitat et Olivier Cabane du cabinet d'architecture Olivier Cabane pour leur intervention. Alors, on va commencer par une petite introduction, juste pour faire un petit rappel sur les urgences climatiques. On le voit, dérèglement du climat, des canicules, des sécheresses, des inondations, tout ça, c'est l'effet d'un petit dérèglement qui est le dérèglement de l'effet de serre, qui est un effet climatique à la base naturelle, mais qui a été déréglé par l'activité humaine et notamment par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un retour de début d'expérience, parce que l'opération est en cours de réalisation. C'est une opération de décarbonation dans laquelle on va vous parler un petit peu réemploi, amélioration énergétique. Et donc je vais laisser la parole à Thierry Brochoriou. Bonjour à tous. Donc, je fais partie de la société CDC Habitat, qui est un des bailleurs sociaux majeurs sur le territoire national, avec pas loin de 550 000 logements. CDC Habitat est organisé par région. En Île-de-France, nous avons un parc de 35 000 logements, logements sociaux et logements intermédiaires. Évidemment, CDC Habitat essaie de s'inscrire dans les grands objectifs vers la neutralité carbone, puisque le contexte qui vient d'être évoqué s'impose à tous. Il y a un contexte réglementaire que vous connaissez bien sûr, c'est la loi Climat et Résilience qui date de 2021, qui vise à interdire progressivement la mise en location des logements énergivores, avec l'interdiction des étiquettes G dès 2025 et on terminerait par les étiquettes E en 2034. CDC Habitat a essayé de développer dans ce contexte-là son propre plan stratégique pour poursuivre le traitement de nos logements énergivores. Je dis bien poursuivre, puisque évidemment ça fait déjà quelques années que nous y travaillons. Aujourd'hui, il y a à peu près 0,7% de notre parc qui est en étiquette F et G, qui sera traité d'ici 2025. On est à 7% sur les étiquettes E qui doivent être traitées en 2032. Ça, ce sont les chiffres nationaux. Je crois que nous devons être à 12% au niveau de la région Île-de-France. Parallèlement à ça, nous avons aussi pour ambition de contenir les émissions de carbone liées à la vie de nos résidences. Donc là, on ne parle pas de travaux, mais on parle vraiment de la vie de nos résidences, avec l'objectif de descendre sous la moyenne des 15 kg en CO2 par mètre carré et par an à l'horizon 2030, ce qui représenterait une baisse d'un tiers par rapport à la situation actuelle. Quand on parle réhabilitation, il n'y a pas encore toute la série de normes qu'on connaît aujourd'hui dans la construction neuve, mais on voit bien qu'il faut élargir l'approche et intégrer le paramètre carbone à tous les stades de la réflexion sur les réhabilitations. CDC Habitat a signé, comme d'autres bailleurs, le pacte avec Fibois dans l'objectif de développer l'apport de matériaux biosourcés dans les constructions neuves et en réhabilitation, les deux à la fois, avec un engagement soit de 20, soit de 30 kg de matériaux bois ou biosourcés par mètre carré bâti en réhabilitation. On va vous parler tout à l'heure d'une des résidences qui s'inscrit dans cet objectif. Après, les matériaux biosourcés, c'est une chose, mais évidemment, il faut avoir un regard plus global sur la gestion des déchets. La meilleure des gestions des déchets étant la non-production de déchets. Il faut regarder comment réutiliser, voire réemployer. C'est un sujet très compliqué face auquel on rencontre plein de freins. Pour vous donner un seul exemple, souvent nous sommes amenés à déposer des portes palières, les portes d'entrée des logements, qui sont souvent dans un état qui pourrait sembler correct. Et aujourd'hui, on est obligé de les changer quand même parce qu'il y a des normes, notamment de défense incendie, de résistance au feu ou de qualité thermique que l'on ne sait pas garantir. Donc il y a vraiment toute une série de freins, des freins techniques et réglementaires, mais aussi des freins sur les habitudes de travail, on va en parler après. L'idée de CDC Habitat aujourd'hui, c'est d'expérimenter sur ces sujets-là. Et partout où on a des résultats assez heureux, on veut derrière généraliser ces expérimentations. On va vous parler d'une opération à Taverny, dans le 95. Une petite résidence de 112 logements, c'est un contexte un peu arboré, il y a de la place pour travailler, c'est un site qu'on estimait se prêter à l'expérimentation. C'est une opération donc bien sûr de réhabilitation complète avec traitement complet des volets thermiques et énergétiques. On remet à neuf l'intérieur des logements. C'est une opération où tout est en électrique, ce qui est un contexte un peu plus facile à viser que d'autres cas, par exemple quand on est au gaz, face à l'objectif que j'évoquais de 15 kg de carbone par mètre carré et par an.
On va vous parler un petit peu plus en détail avec Olivier Cabane de ce qu'on prévoit de faire sur cette réhabilitation en termes d'expérimentation. Mais peut-être 2 mots encore sur le sujet thermique et énergétique. Le petit camembert que vous voyez à gauche, en jaune, vous avez le CS, donc l'eau chaude, et en rouge, le chauffage. Donc on voit bien que sur l'étiquette DPE d'un logement, la quasi-totalité de la consommation, en réalité, c'est chauffage et eau chaude, qui sont évidemment les 2 sujets sur lesquels il est important d'intervenir. Là, l'eau chaude, elle est électrique, le chauffage aussi, donc on va intervenir sur l'enveloppe avec un haut niveau d'isolation qui permet de passer d'une étiquette E à une étiquette C. Si on raisonne, pour vous donner juste un chiffre, en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an, on passe de près de 300 à peu près 150, donc on divise par 2 les consommations en énergie primaire. Ça a l'air de rien, mais sur 112 logements, si on regarde un petit peu les conséquences en volume de tonnes de carbone produites, sur un an, on économise 67 et quelques tonnes de CO2 par an. Si on raisonne sur 25 ans, puisque les investisseurs raisonnent sur 25 ans, on parle de 1700 tonnes de CO2 économisées rien que sur 112 logements. Donc on voit bien l'intérêt carbone, outre l'intérêt de la maîtrise des charges, des réhabilitations. Après, le sujet qu'on va évoquer peut-être plus en détail avec Olivier Cabane, c'est ce qu'on peut faire en termes d'expérimentation sur le recyclage. Bonjour à tous. J'ai créé une agence en 2016, qui est une agence qui est dédiée à la régénération de l'habitat. On a des opérations qui sont plutôt sur l'ouest et le nord de la France. On travaille aujourd'hui par exemple sur une opération qui est une réhabilitation lourde d'un HBM des années 20, à Périgueux. Et puis on travaille aussi, on a récemment travaillé sur une opération à Amiens. Donc voilà, on travaille sur des sujets qui sont très différents. Là, je vais vous parler d'une opération qui est à Taverny, qui est un projet, je dirais, ordinaire, dans le sens où il y a beaucoup de projets qui sont de ce type-là, où on a besoin d'être dans une logique de performance énergétique et de décarbonation. Je dis qu'il est ordinaire parce que nous, à partir du moment où on est ensemble, les différents acteurs, et qu'on a cette envie, et je pense que c'est nécessaire d'être vertueux et d'aller vers de la décarbonation, on y arrive sur tout type de projet. Pardon. Donc ce projet qui est situé à Taverny, nous, on aime bien parler de toutes les dimensions de l'habitat. Là, on parle de la dimension environnementale, mais il ne faut pas occulter toutes les autres dimensions qui sont sociales, culturelles, etc. Et quand on va sur des sujets comme ça environnementaux, on essaye que ça interagisse aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'architecte, on est garant de cette cohésion-là, que toutes les dimensions de l'habitat fonctionnent entre elles. Ici, vous voyez, on a un plan du rez-de-chaussée. Ce qu'on a voulu faire, c'est travailler le végétal en rez-de-chaussée. Bon, quand on travaille du végétal, forcément, on est bien en termes de carbone. Et puis, c'était aussi travailler les rez-de-chaussée. Les habitants ici, n'allaient pas trop naturellement sur les extérieurs parce qu'il y avait des nuisances. Donc on a proposé des buts végétales pour qu'ils puissent se réapproprier, et des dalles pour qu'ils puissent se réapproprier les extérieurs, parce qu'on sait qu'un quartier qui vit bien, c'est aussi un quartier dont les rez-de-chaussée sont bien occupés. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé là. Donc 2 dimensions. Voilà quelques photos de l'intérieur de la résidence, qui est une résidence des années 80, début 80, avec des particularités architecturales. Tous les projets sont différents. Celui-ci, on avait de la brique en façade, et puis également des petites ailettes qui sont difficiles à isoler quand on fait de l'ITE. Donc on a cherché la meilleure formule pour y arriver, mais surtout, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était dans un territoire très arboré, assez charmant, où il y avait des résidents qui sont là depuis quelque temps, et on ne voulait pas transformer le paysage, on ne voulait pas modifier les habitudes de paysage qu'ils ont dans leur quartier. Donc voilà ce qu'on a proposé. Bien sûr, on est venu mettre de l'isolant, donc ça nécessite
de faire disparaître la brique. On a mis de l'isolant en fibre de bois, parce que en termes de carbone, c'est très bon. Et puis aussi, on a pensé à la gestion du patrimoine. Derrière, on est venu mettre un enduit qui est un enduit déperlant, et qui permet d'avoir une tenue dans le temps de ce type de patrimoine qui est dans un parc très vert. Et on sait que la verdure peut causer des désagréments sur les façades à terme. Donc là, on est sur un enduit déperlant. Voilà, je suis allé un petit peu vite. Voilà. Quand on parle de décarbonation, il y a également la question du réemploi, puisque si on réemploie, on ne produit pas. Si on ne produit pas, donc toute cette énergie, c'est toujours de l'économie de carbone. Et c'est vrai qu'il y a encore 4-5 ans, sur ce type de projet, on aurait eu des réflexes d'enlever les garde-corps qui sont un petit peu usagés, qui sont datés, qui sont des garde-corps en aluminium. Nous, on a préféré les conserver et venir clipper des petits panneaux qui sont micro-perforés pour que les gens puissent retrouver un espace un petit peu plus approprié, un petit peu plus intime. Merci. Voilà, donc ça c'est quelque chose que l'on a mis en place sur ce projet-là. Les garde-corps techniques aussi en toiture. On aurait pu les enlever, les déposer, les mettre à la benne. On a préféré les prendre et les réadapter au site pour les remettre aux normes. Sur ce projet, on a réfléchi donc à faire le moins de déchets possible. On a opté pour réémailler toutes les baignoires in situ. Donc on a une entreprise spécialisée qui est venue faire le réémaillage, qui vient faire le réémaillage dans les appartements. Et aussi, parfois, on a la nécessité de prendre les baignoires, de les déposer. Donc on a aménagé dans un coin du parking un atelier pour réémailler toutes les baignoires. Donc ces baignoires-là, elles sont réémaillées in situ, elles sont ramenées chez le locataire qui réutilise une baignoire qui est d'aspect neuf. La même chose pour les halls, qui sont... on a des revêtements qui sont qualitatifs, c'est des tomates. On a du mal à faire mieux, je trouve, aujourd'hui, donc on a choisi de les garder. Elles sont abîmées par endroits. Donc on a localisé dans chaque hall une partie où qu'on pouvait fermer, déposer des tomates pour les réemployer in situ sur les tomates qui, elles, étaient endommagées. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est des petits exemples, des petites choses qu'on a fait à l'échelle de ce projet. Quand on les génère sur plein d'autres projets, ça commence à faire effet. Mais j'ai fait un petit calcul de l'économie de déchets entre les garde-corps et les baignoires. On arrive, le garde-corps, il y a à peu près 2-3 tonnes de déchets. Et les baignoires, on est à 16 tonnes. Donc on arrive à 20 tonnes de déchets économisés sur un petit projet comme celui-ci. Voilà. Oula, excusez-moi, ça s'emballe. Voilà. Allô ? Oui, ça marche, ouais. Bon, mais déjà, merci à tous les acteurs du projet d'avoir pensé à nous. Sto, il faut savoir qu'on fabrique des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur depuis 1966, donc on a un grand recul sur le développement de nouvelles solutions, et ce qui nous amène aujourd'hui à être leader mondial de l'isolation thermique par l'extérieur, et également en France concernant les systèmes sous enduit. Donc sur la carte, on voit qu'on est quand même assez représentatif en termes de nombre de salariés avec 5600 personnes à notre actif. Et en France, on a cette particularité de fabriquer en France nos solutions et de les distribuer directement par l'intermédiaire de nos propres centres de distribution. Ce qui permet d'avoir un contrôle qualité aussi directement par rapport à vos opérations. On est principalement axé sur la famille de la façade, donc avec deux familles pour isoler les bâtiments que sont les systèmes DTX enduits sur isolant, les façades ventilées appelées plus communément bardage,
qui sont composés d'une ossature verticale primaire et d'une lame d'air ventilée. Et enfin, pour finir, nous avons également une gamme de produits dédiés au ravalement de façade, embellissement du patrimoine. Pour coller à tout type de dessin architectural, nous avons à disposition et dans nos différents avis techniques la possibilité de pouvoir avoir le choix d'un large choix de finitions que peuvent être différentes finitions d'enduit, mais également des finitions de revêtement collé, que peuvent être des modénatures de façade, type corniche ou corbeau, si on veut une architecture assez traditionnelle. Mais si on veut des dessins plus modernes, on peut avoir des revêtements collés type mosaïque de verre, mais également plaquettes de terre cuite ou pierres naturelles. Alors pour nous, le sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui est très important en tant qu'industriel leader de l'isolation par l'extérieur, puisque la décarbonation, pour nous, ça passe par une première étape qui est déjà d'isoler le patrimoine. Donc c'est une isolation qui comporte l'isolation globale, bien sûr, de l'enveloppe, qui passe naturellement par l'isolation par l'extérieur, qui va directement impacter la consommation énergétique du bâti, et donc, par effet mécanique, limiter la consommation des émissions de gaz à effet de serre. La deuxième étape est dans un projet de réduire l'utilisation d'énergie fossile qui est les plus émissives de gaz à effet de serre. Et enfin, pour avoir une décarbonation maximale, utiliser des matériaux qui eux-mêmes sont peu émissifs en termes de gaz à effet de serre à leur production. Et c'est pour ça que sur cette opération, il a été utilisé Stothermood, justement, d'une part pour sa première fonction, la fonction d'économie énergétique, donc qui va apporter une isolation globale au bâti, mais sa deuxième fonction qui est moins connue, c'est le gain carbone qu'elle peut apporter. Le fait d'utiliser un isolant biosourcé va nous permettre de pouvoir réduire drastiquement la consommation de gaz à effet de serre lors de sa fabrication, ce qui rend ce produit, par rapport à une fiche déclarative environnement et sanitaire, donc FDES, générique sur des systèmes classiques l'on peut connaître, donc type polystyrène ou laine de roche, à un niveau 32 fois moins émissif. Alors, on a fait un calcul assez rapide, et pour que ce soit bien compréhensible rapidement de tout le monde, sur un exemple de 100 logements, pour prendre un chiffre rond. Si on prend un R de 3,7, ce qui est demandé généralement sur des rénovations énergétiques, et si on prend en moyenne 50 mètres carrés de façade par logement, on atteint un gain carbone uniquement sur le produit de 155 tonnes. Donc 155 tonnes rajoutées à l'économie de l'exploitation. Donc comme on l'a vu tout à l'heure sur l'opération de Taverny, c'est 67 tonnes, par an. Donc sur une exploitation de 10 ans, on va pouvoir économiser un peu plus de 670 tonnes. Donc on voit que le tout cumulé va nous permettre de pouvoir avoir un gain carbone assez conséquent. Voilà. Mais notre innovation ne s'arrête pas là. Elle continue également en développant des produits qui vont nous permettre de pouvoir sortir aussi de l'utilisation de produits hydrocarbures. Il faut savoir qu'il y a des liants que l'industrie utilise au quotidien, qui sont des liants organiques. Donc Sto innove et va utiliser des liants végétaux, et donc notamment dans une gamme qu'on a appelée Stotherm IMS. Donc on va remplacer 30% de ce liant hydrocarbure par du liant végétal. Et c'est une démarche qui va se généraliser sur nos gammes futures. Voilà. Donc en conclusion, je tenais à remercier tous les partenaires qui ont participé à cette opération, et aussi pouvoir vous dire que étape par étape, petit grain de sable par petit grain de sable, rénovation par rénovation, on va faire en sorte de pouvoir économiser du carbone pour avoir un climat un peu plus amical. Thierry, tu veux dire quelque chose ? Oui, peut-être juste deux mots. Ça a l'air de rien, les sujets de rénover plutôt que de changer certains équipements dans un logement. En réalité, c'est compliqué à tous les étages. On bouscule des habitudes de travail, on sort des normes et des process maîtrisés. En général, il ne se passe rien quand il n'y a pas une volonté politique forte à tous les étages de la fusée, à commencer par le maître d'ouvrage et bien sûr le bailleur. Et ça, c'est important à redire parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a que par l'expérimentation
qu'on arrive à faire changer et à bousculer les habitudes de travail. Et il n'y a qu'en bousculant les habitudes de travail qu'on arrivera à aller plus vite que le législateur. Horaire, on va devoir écourter les questions. En revanche, il y a un stand. Je vais peut-être te laisser annoncer le numéro. Voilà, bon, c'est parfait, c'était prévu en plus sur le slide. Il y a un stand, donc si vous avez des questions, ne restez pas frustrés sur vos questions, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de STO sur son stand, donc numéro 9. Voilà, merci encore à vous.